Je m'appelle Antoine, je suis un maker de Toulouse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un maker, mais c'est quelqu'un qui fabrique par lui-même et avec les autres, et notamment dans des Fab Labs et espaces du fer. Qu'est-ce qu'est un Fab Lab? On va y revenir dans tout ce temps-là où nous sommes accompagnés de différentes personnes, dont certaines qui ne vont pas tarder à arriver. Donc je les présenterai juste après. Et tout de suite revenir peut-être sur qu'est-ce qu'un Fab Lab et surtout qu'est-ce que sont les Fab Territoires, qui est le sujet de notre table ronde. Je ne sais pas si dans la salle déjà vous êtes tous, vous connaissez tous ce qu'est un Fab Lab, un espace du fer. Ouais, ça a l'air quand même. Donc je vais reprendre certaines choses et assez rapide. Un Fab Lab, c'est un lieu, et pas forcément un lieu physique, ça peut être aussi un lieu un peu partout, ça peut être aussi un lieu mobile, mais dedans on va y retrouver plusieurs choses. Un, la mutualisation d'outils, de savoir-faire, de compétences. En deux, ça va être un outil de réseau pour essayer de faire ensemble. Dans un Fab Lab, c'est ouvert à tous, donc on va retrouver à la fois des citoyens et citoyennes, des porteurs de projets, des startups, des entrepreneurs, PME, TPE, des grands comptes, des collectivités. Et toutes ces personnes-là vont essayer de fabriquer des objets et même dépasser ça, parce que c'est aussi une méthodologie, la méthodologie maker, comment on peut être agile, ici présent. Deux intervenants ne sont pas là, et ben on commence et on réavance et on ne se pose pas de questions. Pareil, le droit à l'erreur qui est capital chez nous. Comment on peut avancer malgré qu'on ait échoué, et échouer est en fait à chaque fois présent dans n'importe quel processus. C'est aussi le procédé itératif, comment on va avancer non pas sur un objet fini, mais on va se poser plein d'étapes et on va essayer d'avancer et de bifurquer. Le dernier des points, c'est que c'est un outil de valorisation, c'est un outil pour promouvoir des projets, où tout le monde peut rentrer, on va trouver une porte et des personnes qui vont pouvoir faire ensemble. Ça, c'est un Fab Lab, c'est quand même rattaché. Nous, on a tendance à dire, pour le plus classique, le Fab Lab, c'est comme une pharmacie. On va en trouver souvent dans chaque quartier, mais pas à tous les coins de rue. Ça se retrouve aussi en rural, en ville, en métropole, en périurbain. On sait qu'il y a eu une explosion. Et dans la région Occitanie, on a toujours été les plus innovants. On a eu le premier Fab Lab labellisé par le MIT, donc aux États-Unis, en 2009 avec Artilect, puis une deuxième explosion avec une vingtaine de lieux qui ont émergé jusqu'en 2016, puis une autre. Et maintenant, ça fait qu'on arrive à au moins 60 lieux labellisés par la région Occitanie. Et si on compte tous les espaces du fer, et je vais vous expliquer ce que c'est, on est à plus de 150 lieux. Un espace du fer, c'est un peu le mot généraliste de tous ces espaces de fabrication. Vous le savez, chaque milieu a un peu toute sa sémantique, très complexe. Nous, on a les Fab Labs. Donc, le Fab Lab, c'est respecter une charte qui vient du MIT avec différents critères, même si ça s'est grandement ouvert au début, ce n'était pas si évident que ça. C'était respecter certains nombres de valeurs qui ne ressemblaient pas à tout le monde. En plus, en France, on aime bien tout changer. Et surtout ajouter un côté social. Donc certains ont commencé à se faire appeler des makerspace, qui est le mot plus générique. Il y avait déjà des hackerspace, il ne faut pas en avoir trop peur, c'est juste des gens qui vont dévier des procédés, qui vont les hacker. Mais il y avait aussi de la fabrication d'objets, il y a aussi les ateliers de bricoleurs, les ateliers partagés, les manufactures, et je peux en citer tout un tas, les living labs, les media labs, et tout ça, c'est des espaces du fer. Et maintenant, on se pose beaucoup moins de questions sur qui est Fab Lab ou pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la fabrication partagée et distribuée. Donc, je vous le disais, le deuxième point d'un Fab Lab, c'est un outil de réseau. C'est un outil de faire ensemble et essayer de rayonner. Comment on le fait? C'est que déjà, on se connaît quasiment tous et toutes. On va avoir des moments formels et informels pour se rencontrer, essayer de favoriser la confiance. Et en deuxième, on va beaucoup documenter. Ça fait partie vraiment de notre plus grande essence, c'est chaque pratique, chaque objet, on va partager à la fois le fichier technique et à la fois la pratique. Et c'est ça en fait qui va être notre enrichissement. Qu'importe que ça soit ouvert, mais en tout cas on va l'écrire, on va essayer de le partager au plus grand nombre. Et tout ça, ça a donné le réseau des labs d'Occitanie, le Red Lab, qui a été fondé en 2016, mais aussi une association qui s'appelle le Réseau du Fer toulousain, qui est en cours de structuration, qui elle a émergé en 2018. Tout ça pourquoi ? Pour penser nos territoires. Parce qu'un Fab Lab, c'est un outil de territoire, c'est un outil où il va y avoir des collectivités, comme je le disais, des entreprises, des citoyens, tous les pans de la société vont se retrouver dans un Fab Lab. Et on pense différemment notre territoire. Et il y a un label qui s'appelle le label Fab City, qui a été créé pour répondre à ces questions-là, qui va dépasser le cadre du Fab Lab ou de l'espace du fer. Ce n'est pas que les Fab Labs, c'est tous ceux qui vont fabriquer localement et qui vont être globalement connectés. En 2016, la région Occitanie et le Red Lab vont chercher la labellisation Fab Région Occitanie. En 2017, c'est la ville de Toulouse,
c'était un peu en similarité avec Artilect, va chercher le label Fab City Toulouse. Pourquoi? C'est pour essayer de porter une politique de réseau sur cette question des Fab Labs et comment on peut produire localement de manière plus circulaire, plus durable, plus inclusive et essayer de penser nos territoires différemment. Et c'est ça qu'on va parler pendant un peu moins d'1 heure ensemble sur ces Fab territoires. C'est le nouveau mot qu'on a sorti puisque depuis la Fab Région, la Fab City, maintenant on a aussi Fab France, donc les Fab Country. On a aussi des Fab départements. Ça n'a pas d'autre nom en anglais, désolé. Mais on reprend toutes les échelles parce qu'en fait, il y a des questions qui vont se poser dans l'espace du fer, donc dans le lieu même, dans le quartier, dans la rue, dans la ville, dans la région, dans le pays, dans le monde. Et on est connecté avec toutes ces personnes-là. Quand on est un Fab territoire, on va être aussi connecté avec Fab Brest, en France par exemple, mais aussi avec Fab Édimbourg, Fab Hambourg, etc., ou même Fab Bali. Et tout ça, on le fait en commun. Pareil pour, encore une fois, c'est pas que je suis chauvin, mais la région Occitanie, on a toujours été un peu innovant. Au début, c'était que des villes. C'était la grande question de la métropole. Comment c'est donc Thomas Diez qui, aussi vers les années 2010, pense que l'outil de production et de repenser notre économie se passe sur la ville. Et que c'est la métropole qui va pouvoir être cet outil de fabrication, de reproduction locale et de faire ensemble. Nous, en région Occitanie, on a rapidement vu que ça ne pouvait pas être que la ville et qu'il fallait connecter. Et donc, on est parti sur la Fab Région. Et ça, c'est Nadia Pelfi qui sera tout à l'heure avec nous, vice-présidente de la région Occitanie, qui pourra en parler, accompagnée de Adrien et de Nathalie. Puis, pareil pour la Fab City, c'est d'autres niveaux. Donc, ils ne sont toujours pas là, mais je vous propose de vous présenter au moins les 2 personnes qui sont avec nous. Donc, Nathalie Chovac, qui est sociologue des réseaux, qui nous accompagne sur une étude sur la Fab Région, puisqu'on est, donc je vous le disais, depuis 2016 sur la question de la Fab Région Occitanie, mais encore faut-il maintenant savoir en 2022 qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qu'on peut faire en suivant et comment on peut repenser la dynamique de réseau, toujours avec la région Occitanie. Et à côté, nous avons Adrien Gauthier, qui fait partie du collectif Makers & Co. Donc, il fabrique avec des makers, donc ces gens qui fabriquent par eux-mêmes avec les autres, des artisans, des designers, des tiny house, des vélos cargo, mais aussi il dirige un lieu qui s'appelle le Laboratoire Organique de l'Ustar, enfin il préside, pardon, qui est une association dans les Hautes-Pyrénées, qui est un lieu en autoconstruction, et on aura d'images tout à l'heure, et qui fait partie aussi de la Fab Région Occitanie. Il est enfin l'animateur officiel, puisqu'il en fallait un, de la Fab City Toulouse. Et donc c'est lui notre porte d'entrée pour essayer de distribuer. Donc voilà, je ne vais pas présenter aussi où je travaillais. Donc je travaille au Rose Lab, peut-être vous le connaissez, c'est le Fab Lab de la Cité. La Cité, c'est le nouveau cœur de l'innovation collaborative et durable de la région Occitanie. C'est un énorme bâtiment de 13 000 m² qui a été choisi comme outil de réseau pour essayer de favoriser ce faire ensemble. Et c'est pour ça qu'on est aussi dans l'animation de la Fab Région et de la Fab City Toulouse, pour essayer de diffuser, valoriser et essayer de mener ensemble. Dernier point, avant de laisser la parole et de triturer un peu notre présentation, c'est sur le concept de Fab Région et de Fab City, les Fab Territoires. Ce qui font leur différence, c'est qu'ils sont coportés par les acteurs et les collectivités. Et c'est là où il y a un véritable changement. La région Occitanie, quand elle porte Fab Région, quand la métropole de Toulouse porte Fab City Toulouse, elle le porte avec des acteurs et elle-même est un acteur. On pense la ville en commun. Et ça, c'est tout un changement. C'est un changement pour la collectivité. Elle va changer son placement dans le réseau. Elle va devoir accepter que d'autres puissent penser avec elle le territoire. Elle ne peut pas être juste décisionnaire, ou bien même que c'est elle qui finance quand même beaucoup de choses. Et à l'inverse, les acteurs, eux, vont bénéficier de cette proximité, mais doivent aussi se saisir de cette chance-là. Et donc, il y a aussi des devoirs qui arrivent et on doit penser le territoire, même quand ça ne nous concerne pas purement à nous et à notre lieu. Donc, il y a vraiment cette logique-là de penser entre collectivités qui pensent le bien commun de notre ville ou de notre région et les acteurs qui la fabriquent. C'est là où on en est et c'est ça la spécificité de ce réseau-là. Et donc peut-être qu'on pourrait commencer par une présentation, Nathalie, de ton travail et après, juste après, Adrien, si tu peux aussi te présenter un peu plus finement et on pourra commencer avec les activités de la Fab City Toulouse et Fab Région Occitanie. Tu veux que je présente directement le travail sur la région ou simplement présenter déjà ton premier travail ton lien avec les Fab Labs et Espace du Fer, parce que tu n'es pas une sociologue qui vient de n'importe où, tu es notre collègue au quotidien. Je suis une Fab sociologue, c'est pas ça. Alors, je suis sociologue, c'est un peu un ovni dans le monde des Fab Labs, mais depuis 8 ans avec ma collègue Laurence Cloutier.
Et avec Martine Azam, on s'est retrouvés un peu embarqués là-dedans parce qu'on a créé une entreprise, une coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle School et qui est liée à l'université Toulouse-Jean Jaurès, qui est une jeune entreprise universitaire. Et elle était basée dans un lieu qui abritait Artilect, le premier Fab Lab toulousain dont a parlé Antoine, et puis qui abritait aussi une autre structure qui s'appelle la Serre. Comme on est sociologue, on ne sait pas trop faire autre chose qu'étudier, on a étudié. On s'est dit, tiens, on va regarder ce qui se passe, ce que c'est que ces lieux, ce qui se passe, parce que personne n'en parlait à l'époque. Et on a commencé à faire ça. Ça fait donc 8 ans qu'on suit ce mouvement-là en étant dedans, faire de l'observation participante, mais aussi des entretiens. On a déjà publié 1 ou 2 choses là-dessus. Puis entre-temps, on a fait autre chose. Et là, on s'est relancé sur une étude sur ce qu'étaient devenus les Fab Labs dans la région. Et c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Eh bien, nous accueillons Madame Pelfy, et voilà. Donc, je vais peut-être passer la parole à Adrien pour qu'il se présente pendant qu'elle s'installe, et on reviendra. Ouais, très bien. Je comble. Du coup, oui, Adrien, moi, mon sujet, ça va être effectivement les Fab Labs qui sont, parce que le mot n'a pas encore été sorti, une espèce à part de tiers-lieux. Ces lieux où vont se croiser des personnalités très diverses et des activités très diverses dans le but d'innover et de créer de nouveaux services et produits. J'en dis pas plus, je garde mon discours pour après. Je laisse la parole à Bertrand et Nadia, que je salue au passage. Bonjour. Je crois que nous avions avec Bertrand le même horaire de 15h45. J'ai l'impression d'être à l'heure, donc je suis navrée si toi aussi. Pile à l'heure pour l'intervention. Donc on est désolé parce que on a fait ce que vous nous avez dit. Vous faites signe du casque. Non, ça va. Ça va. Tout va bien, parce que là, qu'est-ce qu'on a expliqué ? On a expliqué ce qu'était un Fab Territoire. Et ce qu'on a expliqué aussi, c'est que c'était l'enjeu des Fab Régions et Fab City, c'était coporté avec les collectivités, et d'où votre présence, et merci pour ça. Et à vous de nous présenter, et moi ce que j'aimerais bien voir, c'est un peu l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé à la région Occitanie avec les acteurs pour aller chercher Fab Région Occitanie, et tout comme après pour Fab City Toulouse. Concrètement, quelle est l'histoire derrière ce label et quelles étaient les volontés ? Alors, d'abord, ça naît de la conviction que si on veut partager l'innovation, à la fois la manière de la produire et puis que le plus grand nombre puisse la mobiliser, cette innovation, indépendamment des capacités financières ou du fait d'habiter une métropole ou pas. Il nous fallait trouver des outils, y compris produits par la puissance publique ou coproduits par la puissance publique pour rendre l'innovation accessible, y compris des nouvelles méthodologies plus inclusives de l'innovation avec une charte de valeurs que nous partagions sur la durabilité, sur des luttes contre l'obsolescence, la conviction que les transformations écologiques et environnementales pouvaient être des opportunités. Et donc, on s'est tourné vers ce fameux mouvement Makers, surtout parce qu'on a été interpellé par ces sujets produits plutôt par les chercheurs. Donc, c'était plutôt du côté de la recherche académique, pour ce qui est de la région, qu'on a été interpellé sur ces pratiques, et notamment celle du MIT. À partir de là, on a conçu des appels à projets, qui sont des outils souvent mobilisés dans la puissance publique, pour que des gens qui portaient des projets, qui avaient des idées et qui n'avaient peut-être pas les moyens financiers de les mettre en œuvre, puissent trouver un accompagnement financier auprès de nous. Alors c'était soit de la création de Fab Lab, soit de l'extension, soit de l'accompagnement à des lieux qui étaient plutôt de type tiers-lieu et qui décidaient d'évoluer. Eux-mêmes en faisant cette évolution vers des Fab Labs qui étaient mal connus à ce moment-là. Et on a fait plusieurs phases d'appel à projet depuis 2016, avec une nouvelle phase en 2020. Et les différentes phases ont permis de labelliser, de créer 48 Fab Labs. Il y a eu 59 projets présentés, et à chaque fois qui associaient des collectivités, des citoyens, des citoyennes, des chercheurs, et en essayant d'éviter l'écueil qu'on constatait ci et là, qui était de la location de mètres carrés un peu branchouille, avec une imprimante laser, une imprimante 3D, une découpe laser, des baby-foot sympas et un endroit où il y avait des dragibus. Parce que pour nous, c'était pas ça. C'était
pas ça du tout. Et ce qui comptait, c'était surtout la qualité de l'animation des femmes et des hommes, du projet qui était porté, des valeurs qui étaient portées, et la volonté de partager avec un public très divers. Que ce soit des chercheurs, que ce soit des industriels, des PME, des jeunes, des vieux, des retraités qui avaient envie d'être actifs dans la citoyenneté, une vision d'éducation, la citoyenneté mondiale qui nous importait fortement, et donc d'être empreint de ces valeurs-là qui nous semblent aujourd'hui encore absolument déterminantes pour adresser les transitions. Donc on y reviendra peut-être, mais pour nous, c'était ça, et ça demeure ça le sujet. Et ça a été une fierté d'être labellisé Fab Région, parce que c'était une manière d'avoir une reconnaissance du mouvement Makers, et pas forcément une reconnaissance institutionnelle, mais plutôt de ceux qui portaient une pratique pour laquelle on était convaincus qu'elle était fertile dans la manière, y compris, de conduire les politiques publiques. Parce que je pense que ça peut être aussi transformant dans nos pratiques de construction des politiques publiques. Voilà, à peu près. Merci beaucoup, Nadia. Et toi, Bertrand, du côté de Toulouse Métropole? Alors, du côté de Toulouse Métropole, bien sûr, on a accompagné ce mouvement depuis le début. Mais surtout, on a un grand projet, celui de construire la ville durable et innovante de demain, qui a commencé déjà il y a quelques années, dès 2015, avec ce qu'on a appelé à l'époque la Smart City. Donc, la Smart City, c'était une co-construction publique-privée pour faire, c'est le cas de le dire, faire les makers, faire la ville de demain. Et à partir de là, on avait besoin d'innovation, de ce qu'on appelle des proof of concept, d'où l'idée d'accompagner le mouvement des Fab Labs à travers ce label que Toulouse a obtenu de Fab City dès 2017, si je m'abuse, et qu'on a accompagné aussi à l'occasion du grand mouvement international Fab 14 qui a eu lieu il y a 2 ans, je crois, ou 3, je ne sais plus. 2018, il y a quelques années déjà, le temps passe vite, c'était avant la Covid. Du coup, l'idée de travailler, de soutenir ces politiques publiques dans l'innovation à travers les makers et à travers tout ce que pouvait apporter d'innovant et d'original pour essayer d'inventer cette ville de demain nous a paru essentiel. C'est l'idée du soutien de Toulouse Métropole depuis le début d'ailleurs, puisqu'on a accompagné, Nadia a parlé de tiers-lieux, effectivement, qui était à l'origine dans le quartier Saint-Cyprien et qui maintenant c'est... Pour une partie, je parle d'Artilect, mais après, on va faire la genèse et l'histoire avec, bien sûr, le Fab Lab qui est maintenant installé à la Cité des Startups. Mais ça a commencé aussi comme ça à l'époque, et on a accompagné ces politiques publiques pour accompagner notre innovation dans le cadre de notre Smart City. Aujourd'hui, le mouvement s'amplifie. Il y a, je pense, des tiers-lieux qui sont construits. Il y a, je crois, Artilec va faire un tiers-lieu, il me semble, à Coulommiers. Il y a quelque chose qui va se développer. Alors, je parle d'Artilec parce qu'historiquement, Artilec a été... la ville de Toulouse a soutenu Artilec, la métropole. Mais il y a d'autres initiatives. Et l'initiative portée, effectivement, à la Cité des Startups est une initiative qui nous paraît aller dans le sens de l'évolution de ce que la ville de Toulouse et la Toulouse Métropole veut donner au Fab Lab. Et nous sommes bien sûr décidés à accompagner ce mouvement parce que convaincus que c'est les makers, c'est que ce sont ces ingénieurs, mais c'est aussi ces startups qui se sont fédérées sur ce grand mouvement international qui permettra à une ville comme Toulouse, qui est une ville qui a été, je rappelle, capitale de l'innovation en 2018, donc une reconnaissance de la Commission européenne, permettra de continuer sa mutation vers cet objectif de rendre cette ville ce qu'on appelle ville plus durable et innovante à travers les différents sujets que sont les mobilités, mais aussi l'intergénérationnel, mais aussi l'habitat, le logement, tout ce qui fait aujourd'hui la vie des citoyens toulousains. Donc oui, l'importance pour nous de poursuivre cette politique publique, et je l'affirme ici, et de continuer à travailler avec les makers des Fab Labs. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de laisser la parole pour entrer dans le plus concret, quel projet on a pu mener en groupe? J'aimerais juste souligner qu'est-ce qui se passe dans le réseau Fab City et le réseau Fab Région, c'est qu'on va travailler, comme je vous le disais, de main dans la main. Par exemple, Nadia, Bertrand, c'est des personnes que je vais contacter assez facilement pour penser
le réseau. Et ça, c'est pareil avec tous les Fab Labs et espaces du fer du territoire. C'est aussi avec les agents. Et là, je tiens aussi à souligner qu'il y a toute une équipe qui est à la fois dans la collectivité de Toulouse. Donc là, je pense à Jean-Charles Fourcade, mais aussi à l'époque Virgile Brohart, qui nous ont accompagnés aussi à penser le projet et qui vont être acteurs avec nous. Et du côté de la région Occitanie, on a eu aussi beaucoup de chance avec Hélène Grimal, Frédéric Ferrage ou encore Annie Facchetti. Et maintenant Sylvie et Sylvain, c'est des gens qui vont être avec nous et qui vont penser les réseaux. À chaque réunion, on va avoir des agents des collectivités qui vont être avec nous, on va les penser, on va porter les projets. Et donc là, tout d'un coup, ça va changer. Et même avec comment on va le travailler, quand on va avoir un point de blocage, c'est pas juste les acteurs qui vont essayer de hacker le système, c'est les agents de la collectivité, c'est les élus et tout le monde qui va essayer de porter quelque chose qui n'existe pas. Parce que quand on fabrique, il y a de l'innovation, on va bouger les lignes, on va bouger les codes, il faut tout réécrire. Et ça, c'est ce qu'on arrive à faire parce qu'on fait ensemble, entre collectivités et acteurs. Et c'est ça que je tiens vraiment à souligner. Et ça, vous allez pouvoir le voir dans tous les projets qu'on a pu accomplir depuis maintenant 2016. Et là, je te laisse la parole, Adrien, pour nous parler un peu plus concrètement de la Fab Région Occitanie sur les projets et de la Fab City Toulouse. Oui. Juste, je me permets de revenir un tout petit peu sur la définition des Fab Labs, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait vraiment une idée de ce qu'on y fait, parce que là, on parle entre initiés, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Du coup, ce qu'on va retrouver dans cette logique de tiers-lieu, c'est des machines, des outils, des imprimantes 3D, des coupes laser, comme l'a dit Nadia, mais aussi de l'appareil, des outils d'artisans pour travailler le bois, le métal, etc. Et surtout, c'est ouvert à tous. Et c'est ça ce sur quoi j'insiste. C'est que c'est ouvert à des enfants pour certains Fab Labs, à des personnes en période de chômage, des travailleurs, des startups, des artisans. Et le but, du Fab Lab, ça va être d'animer tout ce réseau-là, de faire en sorte que les gens se croisent, se parlent, s'apportent des choses, créent du lien social et créent de nouveaux services ou produits. Cette logique qu'on va retrouver de réseau finalement au sein d'un lieu, ce qu'on essaye de faire avec la Fab City et la Fab Région, c'est d'élargir cette logique-là à tout un territoire. Donc faire en sorte que ce ne soit plus des gens qui se retrouvent dans un lieu et qui se mettent en réseau au sein d'un même lieu, c'est de faire en sorte que ces lieux se mettent en réseau et qu'on va pouvoir mener des projets à la fois avec Montpellier, Toulouse, mais aussi, pourquoi pas, Oust, qui est un petit village en Ariège. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté d'avoir aussi une solidarité sur les territoires, comme il y en a au sein de ces lieux où un ingénieur va pouvoir apporter son savoir à un enfant et à un artiste, etc., pouvoir s'enrichir les uns les autres. Le but est d'agrandir cette dynamique au sein d'un territoire. Donc pour ça, on mène des projets, j'ai envie de dire, à long terme et à court terme avec les collectivités. À long terme, parce que effectivement, depuis 2016, les collectivités, que ce soit Toulouse Métropole ou la région, a fait ce pari-là, un peu de se mettre en mode maker, de dire, écoutez, on va vous donner des moyens, on va lancer des initiatives, et on est convaincu qu'il en sortira quelque chose. Donc, 5 ou 6 ans après, on se retrouve à ce carrefour de dire, vous nous avez fait confiance, beaucoup de choses ont été faites, il serait peut-être maintenant temps de regarder un peu ce qui s'est fait, comment ça s'est construit, quelles sont un peu les problématiques rencontrées, les succès. Et Nathalie en parlera plus longuement tout à l'heure grâce à une étude qu'on mène en ce moment. Et les collectivités, que ce soit Toulouse Métropole à travers la Fab City ou la région Occitanie à travers la Fab Région, 5 ans après, nous offrent cette possibilité de co-construire un peu la politique qui est co-construite du coup sur ce sujet des Fab Labs et des lieux du fer. Donc on en est un peu là, et à côté de ça c'est vraiment les projets long terme, et les projets plus, on va dire, temporaires. On va collaborer sur des projets qui sont ceux de la formation, de la fabrication. Par exemple, pour la région, on va faire de la formation distribuée, c'est-à-dire que le principe de la fabrication distribuée ou de la formation distribuée, c'est qu'on va créer du contenu à une échelle, que ce soit celle de la métropole, de la région, de la France ou même mondiale. On va partager ce contenu, que ce soit des plans pour la fabrication ou du contenu de formation pédagogique pour la formation. Et ce contenu, on va pouvoir le restituer dans chacun des lieux. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'aide de la région. On a conçu globalement un programme de formation très riche. Et après, ce programme s'est incarné au sein des lieux où on a pu aller mener des sessions de formation dans chacun des lieux. Pareil pour la fabrication. Un exemple évidemment très concret qui parle à tous, c'est celui du confinement avec la fabrication du matériel de protection, où
les visières, les appareils de protection d'une manière générale étaient conçus de manière globale. Les fichiers s'échangent très vite et du coup ça permet à des outils de production que peuvent être les Fab Labs ou d'autres espaces du fer de produire ce matériel pour venir en soutien du personnel soignant. Au niveau de Toulouse Métropole, là dans quelques semaines vous pourrez assister au festival de Toulouse Innovation, Toulouse Innovante et Durable. Toulouse Innovante et Durable, merci. Exactement, c'est dans l'autre sens. Où là, vous pourrez découvrir des œuvres d'artistes qui travaillent au sein des Fab Labs et des lieux du fer, où là, il y a une collaboration, où la Fab City est allée chercher des artistes avec qui on collabore de temps en temps ou pas, justement pour créer de nouveaux liens. Et ces œuvres vont être créées collectivement dans les espaces du fer, où les artistes vont animer des ateliers et chacun va pouvoir venir y mettre sa patte, donner ses idées, ses avis, etc. Donc ça va être des œuvres collaboratives qui seront affichées à ce moment-là. Donc voilà, c'est quelques exemples à donner un peu sur la partie formation et sur la partie fabrication. Il y en a d'autres aussi sur du mobilier, où on va pouvoir fabriquer du mobilier qui va venir en aide aux conseillers numériques, etc. Mais voilà, c'est pour vous donner quelques idées un peu de comment on peut créer du contenu de formation, créer de la fabrication de façon distribuée sur tous les Fab Labs et espaces du fer de la métropole et de la région. Merci beaucoup. Avant de te reposer une petite question sur deux événements, déjà juste repréciser, donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans les réseaux d'acteurs, par exemple des Fab Labs et Espaces du Fer. Sur la région Toulouse, on va être 60 acteurs. On va retrouver des labs académiques, des labs industriels. Donc lab académique, ça va être des labs d'école, pas forcément Fab Lab, mais comme celui de l'ISAE Supaéro, de Campus Fab, qui est à l'université Paul Sabatier. Ça va être aussi donc, les labs industriels, comme celui de Continental, celui de Thales ou de Airbus, aussi de la DGA. Tous les labs ouverts à tous. Donc là, on va avoir le Rose Lab, on va avoir l'atelier de Bellefontaine, coporté avec les simulations fertiles. Ça va être des choses plus sociales, comme l'Absar, avec le Fab La Gloire, ou Créatech, qui est à Saint-Jean, qui est porté par une MJC. Il va avoir aussi des porteurs de lieux fermés, donc des ateliers de fabrication partagés, mais que entre une petite communauté. Donc ça va être par exemple Espace Éclair, qui sont pour des artisans. Ça va être aussi des plateaux techniques de lycée, des Fab Labs aussi qui sont en milieu scolaire. Et toutes ces personnes-là partagent simplement la fabrication partagée. Donc vraiment l'idée d'être une ouverture d'une communauté, et on va se retrouver. Et l'idée, c'est de mêler aussi les savoir-faire. Comment on l'utilise au quotidien, par exemple au Rose Lab où je suis, c'est d'un coup, je n'ai pas telle machine, je vais appeler mes collègues et je vais renvoyer les personnes vers là-bas, où je vais employer des machines. Pareil, je vais rendre accessibles des machines de Airbus que jamais les communautés pourraient avoir. Par exemple, une imprimante 3D métal, ça nous est arrivé une fois pour le moment, parce qu'il n'y avait pas tant de demandes, mais c'est de calibrer le fichier, de l'envoyer vers Airbus qui peut l'imprimer et de rendre tout ça accessible et facile. Et je ne sais pas si Adrien, tu peux juste nous parler de la réparation, comment on a porté sur la Fab City Toulouse le concept de la réparation qui était pas notre sujet premier de prédilection, qui fait partie de notre quotidien, mais c'est bien par la Toulouse Métropole qu'on l'a porté. On a fait toute une série d'événements. Et après, tu peux nous parler plutôt sur la région Occitanie de la Nuit des Makers, qui est notre célèbre événement et qui arrive très prochainement le 15 octobre. Effectivement. Alors du coup, la réparation et le réemploi, c'est quand même une thématique qui est présente dans beaucoup de lieux du fer, dans beaucoup de tiers-lieux d'ailleurs, d'une manière générale, pas que dans la fabrication pure et dure. Ça existe peut-être que vous connaissez les Repair Cafés ou les cafés bricoles. C'est des lieux où, généralement associatifs, où on va se regrouper et chacun va pouvoir amener un appareil à réparer et on va trouver de la compétence pour nous aider à la réparer. Ça, c'est un des exemples. Et ce qu'on a voulu faire avec Toulouse Métropole notamment, c'est d'élargir ça et de voir comment la réparation et le réemploi peut rentrer plus à fond dans le quotidien de tout le monde. Savoir comment on peut s'emparer de ces savoirs ou des lieux qui proposent de rencontrer des personnes qui ont ces savoirs-là pour avoir le réflexe d'une manière générale, de réparer plutôt que d'acheter, de jeter, etc. Donc être plus circulaire. Alors, la compétence technique, on l'a, ça, il n'y a pas de souci. Ce qui est compliqué pour un usager, d'une manière générale, c'est de savoir, dans son propre cas, parce qu'il y a autant de cas de figure qu'il y a d'usagers, et c'est ça la complexité, c'est comment on fait quand on est soit une personne âgée, soit une personne à mobilité réduite, soit une personne qui habite en plein centre-ville ou en périurbain.
toutes ces personnes vont avoir des contraintes qui seront différentes et propres à chacun. Et du coup, la question est de savoir comment on s'adresse à ces personnes-là et comment on fait savoir que le service de réparation est accessible. Et dans le service de réparation, il y a les lieux du fer qui proposent des lieux de réparation en mode associatif, mais il y a aussi tout un tissu de TPE, PME qui font de la réparation au quotidien, que les gens méconnaissent parfois. Et du coup, tout l'enjeu est d'essayer de créer un service qui, lui, pourra s'adapter à tous et faire en sorte que dès qu'on a une situation qui nous est propre, on va avoir une solution en face, que ce soit de l'auto-réparation ou faire appel à un artisan professionnel. Pour en venir à la nuit des makers, effectivement, c'est le moment que nous, on attend tous, où tous les espaces du fer de la région Occitanie se donnent rendez-vous le 15 octobre au soir, vers 19h par là, au moment de l'apéro. Et pendant toute une soirée, on ouvre les lieux, on peut aussi les filmer et s'échanger du contenu aussi comme ça à travers le territoire, où on va fabriquer ensemble et chaque lieu va pouvoir proposer un contenu très différent. Alors certains vont être par exemple sur de la réparation, d'autres vont être plus sur des performances, fabriquer un objet en moins de temps possible sur la soirée, d'autres vont être sur fabriquer de la signalétique ou fabriquer des objets utiles au quotidien. Bref, chaque lieu en fait va offrir un contenu aux usagers et être le moment de se rencontrer, de partager les projets et d'échanger toujours des compétences. Merci beaucoup. Juste pour revenir sur la nuit des makers, comment c'est né plutôt ? C'est tout d'un coup, on a toujours voulu faire cette nuit des makers de partout en France. C'était vraiment une arlésienne, tout le monde voulait le faire. Nous, en Occitanie, d'un coup, on était en une réunion, je ne sais plus où on était, je crois on était à Nîmes, et on a dit il nous faut des journées portes ouvertes. Et on était juste en suivant je crois le deuxième confinement, il fallait qu'on se lance. C'était ultra compliqué pour tout le monde. On a fait notre agilité maker et on s'est lancé. Et tout d'un coup, il y avait 30 lieux qui ouvraient leurs portes de manière simple, une communication partagée. Et comment on a pu faire les premiers financements ? On allait voir la région Occitanie, on leur a dit, nous on veut ça. On pense que c'est bien. La personne qui était en charge, donc là c'était Sylvie Roquebernou, qui nous dit go, on y va. Petite enveloppe. Ils ont partagé aussi avec nous sur la région et on a avancé. Et ça, des cas comme ça, il y en a plein. Et on peut y revenir notamment avec l'étude, puisque on a dû avoir une étude. Et pareil, ça s'est mené un peu de la même façon. C'est que dès qu'on parle Fab Lab, dès qu'on parle Fab Territoire, dès qu'on parle innovation, on nous demande quels sont vos indicateurs, comment vous allez faire, quel est votre modèle économique, qu'est-ce que vous faites, etc. Et en même temps, pour continuer à avancer et pour donner ces éléments-là et aller plus loin, il faut aussi qu'on nous fasse confiance. Et donc, on a eu besoin de cette étude-là qui puisse montrer qu'est-ce qui a été. Et on allait voir à nouveau nos chers sociologues qui nous accompagnaient depuis un long moment dans le lieu du multiple, soit l'équipe de School, pour se lancer dans une étude entre sociologues et makers. Et ça, c'est Nathalie qui va nous raconter un peu comment on a fait cette étude et surtout peut-être quelques premiers résultats. Si on peut avancer d'une diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, voilà, je vais raconter ça. Vous avez déjà un petit peu plus de précision sur ce que sont les Fab Labs et vous avez compris que c'était des lieux difficiles à cerner. C'est difficile de savoir ce que c'est exactement les Fab Labs malgré le talent d'Antoine, d'Adrien, de Nadia et de Bertrand. Mais c'est difficile et depuis le début, depuis qu'on les accompagne, on a ce problème-là. Des gens qui nous disent, on nous demande combien d'emplois on crée, combien de brevets on dépose, combien on a d'usagers. Mais c'est pas tout à fait ça, les Fab Labs, c'est ça, mais pas que ça, etc. D'où l'idée de partir avec les Fab Labs, avec certains makers pour concevoir une étude ensemble, une recherche participative. Je ne vais pas parler de toute l'étude, je vais parler juste de l'aspect réseau. Parce qu'une des choses que l'on dit souvent, c'est les Fab Labs travaillent en réseau et travaillent avec des réseaux. Tu l'as illustré tout à fait, Adrien aussi. Mais moi, je suis sociologue, je travaille sur l'innovation, les projets collectifs, individuels, et je travaille sur les réseaux. Donc quand on me dit on fait un réseau, je dis on va aller voir. Allons voir ce que c'est. Et pour faire ça, avec Laurence Cloutier, on a imaginé un outil un peu particulier. On a détourné, on a fait nous aussi notre Fab Lab à notre manière. On a détourné un outil pour mener une enquête sur les partenariats des Fab Labs. Alors vous ne voyez pas Nadia et Bertrand, mais vous pouvez jeter un coup d'œil. Voilà, vous voyez là. Donc on a utilisé un outil qui nous a permis de faire des entretiens collectifs dans chaque lieu. Grâce à la participation au financement partiel de la région, on a pu aller dans 26 Fab Labs.
Et chaque fois, avec l'équipe, on a dit, bon, maintenant qu'on sait mieux ce que vous faites, racontez-nous qui sont vos partenaires. On a fait lister les partenaires, puis ensuite on a fait lister ce qu'ils faisaient avec ces partenaires, quel type d'activité. On avait des tas de questions que je ne vais pas vous lister. Et puis à la fin, ce que vous voyez là, c'est apparaît le réseau quand on leur fait dire quels sont les partenaires qui se connaissent déjà. Donc ça, c'est un premier résultat. Et on voit déjà qu'il y a des grosses différences entre les Fab Labs, mais il faut que je vous dise, donc j'avais pris des notes pour essayer de parler juste 5 minutes, puisque je crois que le temps est limité. Il faut que je vous dise qu'il y a en moyenne 28 partenaires et que ça va de 16 à 62. Au total, on a identifié 699 partenaires pour 26 Fab Labs. Voilà. Et bien sûr, ça, c'est la vision qu'en ont les Fab Labs, mais après, on les a analysés avec nos outils des réseaux, que je pourrais vous expliquer en long et en large, mais voilà, si vous avez des questions. Mais pour identifier chaque type de structure, pour identifier la fréquence, le type de relation qu'il y avait avec ces structures. Et on sait comme ça que dans ces 699 partenaires, il y a 20% de PME, 18% de collectivités territoriales, 16% d'écoles et d'enseignement de formation, 14% de grandes entreprises, et bon, je ne détaille pas le reste. Mais ce qui nous a marqué avec Laurence, c'est que sur ces 699 partenaires, il n'y a que 516 structures différentes. Il y a 516 structures différentes. Ça veut dire qu'il y en a très peu qui sont communes. Ça signifie que chaque Fab Lab est différent dans son partenariat. Ils ne sont pas interchangeables. On ne peut pas dire ils sont tous en lien avec les mêmes entreprises. Allez, ils ne sont pas tous en lien avec Airbus. Il y en a certains et d'autres pas. Mais ce qui est intéressant dans ce réseau, c'est que par contre, ce réseau est interconnecté. Donc, ils peuvent accéder à certaines entreprises, ils peuvent accéder à ces 699 partenaires, même quand eux-mêmes n'en ont que 28 en moyenne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais ça sera peut-être plus clair avec la diapo suivante. Ça, c'est l'ensemble du réseau. Ça signifie que vous ne voyez pas très bien pour ceux qui sont un peu loin, mais les points rouges sont les Fab Labs et lieux du fer. On voit un réseau interconnecté au milieu, quelques-uns qui sont dans le premier halo, qui sont assez connectés, et quelques-uns qui sont plus loin. Quand on prend ces petits Fab Labs qui sont loin, qui ne sont pas tous petits, ça signifie que s'ils ne pouvaient se baser que sur leur partenariat, ça n'irait pas très loin. Mais ils peuvent aussi s'appuyer sur la force d'un collectif, d'une communauté d'acteurs et mobiliser, comme l'a raconté Antoine, des ressources de production, des ressources de compétences, des ressources de savoir. Et c'est ça qui fait la différence par rapport à un artisan isolé sur son territoire. L'artisan isolé qui est en lien avec le Fab Lab sur son territoire a accès à ces autres collectivités grâce à ça. 82% des partenaires sont localisés en Occitanie, dans 153 localités différentes. C'est un des autres résultats qui me paraît important à dire, c'est que la plupart sont très ancrés très localement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous en lien avec les mêmes entreprises basées dans 2 métropoles. Ils sont très ancrés très localement avec des PME, des associations dont vous n'avez jamais entendu parler, peut-être vous un peu, mais ce n'est pas sûr. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça irrigue un territoire. L'Occitanie, ce n'est pas que Toulouse et Montpellier, vous le savez encore mieux que moi. Et ça a un rôle de dynamisation du territoire. C'est ce qu'on voit en tout cas là-dedans. L'autre point sur comment les Fab Labs, puisque là, c'était la question comment les Fab Labs font réseau, si je ne suis pas trop longue, c'est que 2 Fab Labs ne sont pas équivalents. Même quand on prend 2 Fab Labs sur la même agglomération, certains sont proches géographiquement ou dans un espace géographique assez restreint, ils n'ont pas les mêmes partenaires. Par exemple, si on prend les deux Fab Labs enquêtés à Montpellier qu'on a pris, il y a 60 partenaires en tout, il y en a 4 qui sont communs. Ils ne sont pas substituables. Parce que ça va dépendre de qui a fait, qui est dans l'équipe, quelles sont les compétences apportées. Bien sûr qu'ils ont des machines en commun. Il y a les mêmes machines, il y a un corpus de machines communs dans les différents Fab Labs. Et puis, il y a des machines spécifiques. Et surtout, il y a des histoires spécifiques, des histoires de collaboration qui se sont montées différemment et qui font que finalement, c'est un ensemble de compétences qui se créent, qui s'agrègent et qui ne sont pas en concurrence. Et c'est ça qui est intéressant, mais ils ne sont pas en concurrence à condition qu'il y ait une dynamique qui se crée, qui est
spécifique dans ce cas, qui est lié à une animation de réseau et qui est lié au type de financement qui a été mis en place. Parce qu'aucun de ces Fab Labs n'existerait s'il n'y avait pas de financement public. C'est aussi une des choses que l'on a vues avec Laurence. Aucun d'entre eux n'existe sans financement public, ce qui est logique puisqu'ils remplissent des missions de service public. Donc, il n'y a pas de raison qu'on leur demande, comme ça a été parfois le cas, de fonctionner uniquement sur une rentabilité, par exemple, de location de machines. Sinon, ça devient un bureau d'études. C'est parce que c'est des lieux mixtes où il se passe différentes choses, où peuvent venir des gens qui n'ont pas de moyens, où peuvent venir des gens qui ne savent pas exactement pourquoi ils vont faire. C'est l'inverse des incubateurs qu'on a pu étudier, Laurence, ou moi un peu moins quand j'ai étudié les entreprises innovantes, où il faut d'abord faire la preuve de concept avant d'être pris en charge. Là, on est plutôt sur je viens, je vois, tiens, je découvre que je pourrais faire des choses et peut-être que de ça vont émerger des projets et peut-être que de ça va émerger des pistes pour autre chose ou pas. Je peux être très bavarde. Mais voilà. Alors, dernière chose, qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Ils fabriquent. Ça, c'est le premier point. Ils fabriquent des choses. Alors, ils fabriquent... Bon, il y a des maîtres Yoda dans tous les Fab Labs. Ça, c'est le premier truc qu'on fabrique quand on arrive. Mais il n'y a pas que ça, quand même. Il y a des machines, il y a des... Alors, l'exemple des visières est très intéressant parce qu'on voit bien que tous ces gens qui se connaissaient dans les différents Fab Labs, qui buvaient des cafés ensemble, ils ne fabriquaient pas de visières. Il a fallu un enjeu commun, la pandémie. Il a fallu un événement pour que des gens qui se croisaient, qui se connaissaient, se mettent autour d'un projet, disent « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Comment on s'occupe pour aller chercher du matériel, pour aller distribuer les visières ? Qui est-ce qui va mobiliser son réseau pour savoir de quoi on a besoin exactement ? Qui est-ce qui va mobiliser son réseau pour savoir vers qui on dit qu'on a des visières, etc. » Ce que je veux dire, c'est que loin de l'effet cafétéria ou café ou distributeur de bonbons qui est quelquefois vendu par certains qui croient faire émerger... le nouvel Apple avec trois poufs et un distributeur de bonbons, je rejoins. En fait, c'est le fait d'avoir un enjeu commun sur lequel on va porter et d'avoir une puissance publique qui va mettre des moyens quand il y a un besoin, qui va changer les choses, je pense. Mais ça, on l'a démontré dans d'autres cas et je vais m'arrêter, sinon je suis trop bavarde. Merci beaucoup. Après, je pense que c'était saisissant de voir comment on produit des communs et des communs en lien avec la fabrication. Et tu as rappelé quelque chose qui était important et qui vient pour le dernier tour de table sur qu'est-ce que nous, on apporte, les Fab Labs, Espace du Fer, les Fab Territoires, dans une économie qui soit plus collaborative et durable. Pourquoi cette question se pose encore ? Je pense que nous, quand on est dans un lieu, on sait ce qu'on apporte. Néanmoins, la question est toujours là et pose toujours des questions à n'importe qui et tous ceux qui veulent se lancer. Et à l'inverse, c'est qu'on n'a jamais vu autant de Fab Labs et Espaces du Fer émerger, à la fois par des collectivités, des associations, des entreprises qui font sortir des Fab Labs alors qu'on n'a toujours pas trouvé notre modèle économique. Là, dans l'étude, ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'il y a une partie aussi pourquoi on n'a pas forcément de modèle économique, c'est ce qu'on remplit, quelque chose pour le territoire. Par exemple, recevoir un porteur de projet qui rentre chez nous, une artisane qui vient développer un projet, on ne peut pas lui demander d'être le même accompagnement qu'on va aller saisir vers un grand compte. Et par contre, ces personnes-là, elles ont besoin de nous. Et nous, c'est ce qu'on fait, on est une porte ouverte et n'importe qui rentre et on va l'accompagner. Et ça, c'est ce qu'on fait au quotidien et c'est ce qui fait à la fois notre bonheur mais aussi notre malheur parce qu'on passe énormément de temps à faire ça. Et il n'y a pas forcément de fond et on ne va pas le chercher parce que nous, ce qui va nous irriguer, ce qui va nous pousser, c'est aller chercher cette nouvelle société, cette nouvelle économie plus collaborative et durable qui en fait est chez nous depuis très longtemps et qu'on met juste en valorisation. Et donc ma question, ce serait très simple, c'est vous, tous ceux qui intervenez dans cet écosystème, pourquoi d'un côté, tout le monde crée des Fab Labs et des espaces du fer et de l'autre, on n'a pas encore trouvé un modèle économique et voilà, quel est notre impact sur cette économie plus durable, plus circulaire et plus inclusive ? Est-ce que vous avez une réponse à ça ? Et peut-être qu'on peut commencer par Nadia. Tu as essayé de passer la main, mais quand même. Non, je pense qu'on n'a pas la réponse. Si on avait la réponse, on ferait un grand pas. Par contre, dans les milieux des Fab Labs, on a la volonté. Et pardonnez-moi, mais tu fais comme si cette volonté elle était partagée par tout le monde. Il y a des gens à qui la société telle qu'elle est aujourd'hui convient. Et on est, je l'espère, une majorité dans cette salle à penser qu'il est absolument nécessaire de la transformer. Parce qu'elle est confrontée à des crises économiques, sociales, démocratiques. Et 24 heures après l'élection d'un parti post-fasciste en Italie,
je vous assure que je pense que les crises démocratiques sont bien là et même devant nous encore. Et face à tout ça, on a la conviction que tout ce qui permet le brassage des gens, quel que soit leur milieu d'origine, leur lieu de vie, leur bagage culturel, leur genre, leurs différentes orientations, qu'elles soient sexuelles, politiques ou religieuses, tout ce qui fait du lien entre les gens est de nature à créer du commun. Le mot a déjà été utilisé. Et donc, peut-être de faire advenir une société différente où les gens sont liés. Et s'ils ont du commun, des intérêts communs, ils sont en capacité de produire des choses ensemble et donc de transformer la société. Mais la première chose, c'est d'être d'accord sur le fait qu'elle a besoin d'être transformée selon des orientations de modèles plus vertueux sur le plan environnemental, où il y a un meilleur partage et redistribution des richesses, où on partage le savoir et la connaissance, et sur laquelle on investit d'ailleurs sur le savoir et sur la connaissance. En réalité, tout le monde ne pense pas ça. Il y a des gens qui se satisfont que le savoir soit détenu par une minorité, que la technologie ne puisse pas être partagée pour qu'on ne soit pas tous en capacité de produire, et qu'il y ait un monde de production, un monde de consommateurs, et qu'il y ait des dépendances à des systèmes de ce type-là. Donc, oui, nous, dans le modèle de société qu'on défend, on pense que les Fab Labs sont un outil de transformation de la société. Moins à la réalité parce qu'elles sont en capacité de produire en tant qu'objet que ce qu'elles sont en capacité de produire en tant que méthodologie et concept de pensée collectif en liant les gens par le faire. Mais à la limite, pardon de le dire comme ça, mais le résultat produit en termes d'objet m'importe peu. Le process, par contre, je le pense majeur. Y compris dans le monde de la recherche et des académiques, les professeurs, il y a déjà beaucoup de hiérarchie, rien que dans ce monde-là. Et donc d'accepter de partager son savoir et d'apprendre d'un demandeur d'emploi, d'un jeune qui n'aurait pas le même bagage diplômant, je ne parle même pas de bagage culturel, c'est déjà un pas vers une autre manière d'envisager l'autre. Et ça peut vous sembler un peu bisounours, ce que je vous dis, mais moi je pense qu'il faut vraiment investir là-dedans. Et que ça, c'est transformant. Et que donc, non, ce n'est pas rentable, y compris parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça ne le soit pas rentable. Et qu'il y a par contre des gens qui voient que c'est très productif, y compris les grands comptes qui vont vers ce type de modèle, comprennent que demain, pour recruter, ils ont tous des problèmes de recrutement aujourd'hui. Demain, pour recruter, il faut être en capacité de donner du sens, des nouvelles méthodes, des nouvelles organisations de travail, des capacités de créer des opportunités de rencontre pour leurs collaborateurs, leurs compagnons, et qu'ils peuvent trouver dans ceux qui ne sont pas capables de mettre en œuvre, au sein des Fab Labs, ce type de proposition. Et moi, je pense que notre place à nous, puissance publique, elle est de se trouver auprès de ces modèles-là, tant qu'il n'y a pas le modèle économique qui leur permette de se générer seuls. Tout en étant, du coup, extrêmement exigeant sur ce qui est fait à l'intérieur. C'est-à-dire que ça ne peut pas être tout et n'importe quoi. Moi, j'adore Maître Yoda. J'aime bien aussi les nains qui font des fucks, mais je ne pense pas que ça soit un projet de société en soi, vous voyez. Donc, du coup, il faut être en capacité d'orienter, y compris de thématiser, parce que tout le monde ne peut pas faire tout. Et je trouve extrêmement important ce que tu as dit sur le fait que les partenariats sont différents. Il y a des Fab Labs qui sont tournés plus vers les biotechnologies, vers l'agroécologie, vers ce type de public-là. À chaque fois, il peut y avoir des teintes, des colorations en fonction des territoires, des bassins d'emploi. Et il n'y aurait rien de pire que de vouloir homogénéiser non pas les pratiques, les idéaux, mais l'ensemble des thématiques et que chaque lieu soit pareil. Nous sommes différents, les territoires sont différents. Il y a des territoires plus ruraux, des territoires plus urbains. Et c'est de cette diversité que nous sortons renforcés. Donc oui, il nous faut continuer à investir. Et je pense qu'il faut encourager aussi d'autres acteurs privés à venir à nos côtés, mais en ayant des chartes et donc du commun produit préalable qui fassent que personne ne se trompe sur ce qu'ils viennent chercher et trouver à cet endroit. Merci beaucoup Nadia. À toi Bertrand. Alors, selon moi... Allô ? Oui.
Alors selon moi, je ne sais pas si vous cherchez vraiment une rentabilité au Fab Lab. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi Toulouse est Fab City? C'est parce qu'on veut fabriquer la ville. Et fabriquer la ville, ça veut dire à la fois expérimenter, à la fois se tromper, à la fois, Nadia, tu l'as très bien dit, qu'il y ait des rencontres entre les gens pour croiser des idées, pour croiser des concepts. Et l'innovation, souvent, elle n'est pas qu'académique. Elle n'est pas issue que de la recherche ou que des grandes écoles ou que des grandes structures comme Airbus, qui effectivement expérimentent un certain nombre de solutions correspondant à ces choix stratégiques. La ville de demain, elle se construit avec nous tous. Et qui de mieux que, effectivement, tout un chacun, expérimenté ou pas, sociologue, ingénieur, ouvrier, qui se retrouve dans un lieu pour faire. Et ça, je trouve que c'est la plus grande richesse, on l'a dit, des Fab Labs. Alors, trouver une rentabilité, c'est pas évident, c'est vrai, mais tout le travail qui est fait par ailleurs, qui nous sert à la fois aux politiques publiques, aux décideurs, plus globalement, avec les entreprises, pour aller dans un sens ou dans un autre, ou expérimenter de nouvelles solutions. Je trouve que c'est la plus grande richesse des Fab Labs. Et c'est pour ça que dès 2014, lorsqu'on est arrivé ici à la mairie de Toulouse, qu'il y a eu cette possibilité de pouvoir soutenir ce mouvement. Nous l'avons fait dès le début et nous avons poursuivi d'ailleurs ce qui avait été entrepris auparavant lors des politiques publiques antérieures. Alors la rentabilité, Nadia l'a dit, c'est vous qui l'avez dit, il faut que ce soit les pouvoirs publics qui aident à la fabrication de ces Fab City, de ces villes de demain. Et le coup de pouce, plus qu'un coup de pouce, à la fois la région, la métropole, que nous donnons, c'est aussi la façon de pouvoir faire en sorte que ce grand laboratoire des usages de la ville, des usages de l'entreprise, des usages de la vie, puisse vivre. Et dans ce sens, je pense qu'il faut continuer et peut-être effectivement chercher des partenaires, parce que nous aussi, les collectivités, on a beaucoup de contacts avec des partenaires privés, des partenaires publics. Et c'est peut-être notre rôle, celui de Nadia et le mien, de pouvoir pousser ce mouvement. On le fait d'ailleurs, on le fait déjà. On l'a fait aussi à l'international. Je me souviens quelques virées à Vegas avec Nadia où on a travaillé sur ce sujet. Et on rencontrait des entreprises pour faire venir de la valeur ajoutée aussi, pouvoir travailler dans nos Fab Labs. C'est vraiment en ça que je pense que notre rôle est important aujourd'hui encore. Ben, merci beaucoup Bertrand. Et je vous laisse la parole à tous les deux. Il faudra juste essayer d'être très court. 1 minute, ça serait le top. Comme tu veux. Alors, okay. Bon, je veux juste dire une chose. Moi, j'avais une question qui était, on m'a dit, en quoi ça contribue à une économie collaborative et plus durable. Il faut comprendre que les partenaires des Fab Labs ne sont pas en lien entre eux. Ça, c'est un autre résultat. Ça signifie qu'en fait, quand on identifie leurs 28 partenaires, on peut voir qu'il y a des grappes, souvent. Si on revenait au diapo, on verrait, mais on n'a pas le temps. Et qu'en fait, les lieux deviennent des espèces de ponts entre deux univers. Par exemple, entre l'enseignement et des artisans, entre l'enseignement ou entre des artisans et des spécialistes du numérique. Et ces ponts se font à la fois par des partenariats qu'on peut chiffrer, c'est-à-dire des projets, mais aussi quelquefois simplement parce que les Fab Labs sont des lieux que les gens visitent, que les gens viennent voir. Et beaucoup de projets se nourrissent de ces visites, de ces découvertes, de ces nuits des makers, de ces Fab Labs festivals et ce qui nous est raconté, quitte à se développer ailleurs. D'où la difficulté à évaluer cette situation. C'est pour ça que je disais que c'est important que les pouvoirs publics restent là-dessus. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre comment naissent les partenariats. Je vais essayer de le dire rapidement, mais très très rapidement. C'est dans les événements communs souvent que les gens viennent. Et souvent, il y a quelqu'un qui va venir, on a eu plusieurs histoires comme ça, qui va venir, qui va découvrir ça un jour de portes ouvertes, qui va se dire, tiens, je pourrais venir à cet atelier où j'apprends à me servir d'une machine à découper. Et puis, tiens, je pourrais m'en servir dans ma boîte pour faire ça.
et qui va revenir pour partager une expérience qu'il a acquise avec d'autres. Et c'est de là que vont naître des projets communs. Et cette manière de s'intégrer, de s'engager, c'est aussi quelque chose qui est important, je crois, pour la région, sur comment est-ce que des collectifs s'engagent dans la durée. Ce qu'on voit quand on étudie ces structures, ces collectifs, c'est qu'il y a un engagement dans la durée qui, par contre, peut s'épuiser s'il n'y a pas des ressources pour l'animation, pour faire vivre le lieu, etc. Voilà. Et sur la durabilité, c'est vrai qu'on a noté qu'un certain nombre sont engagés sur des histoires de transition, à la fois sur ce que vous avez raconté, mais aussi sur la récupération de matériaux pour en faire autre chose. Merci beaucoup. Merci pour les 30 secondes qu'il me reste. Parce qu'il reste la conclusion après. Je pense, bon, déjà, que rajouter à part faire une synthèse, je pense que les gens sont bien conscients des crises qu'on traverse, de la difficulté de ce qu'on va rencontrer à l'avenir. Et je pense que les Fab Labs sont une réponse à ça, une réponse populaire à une forme d'inquiétude et j'ai envie de dire presque une sorte d'assurance vie où on se dit on va se laisser un espace d'expérimentation, d'innovation, où on va pouvoir expérimenter des choses. Et si s'en sort quelque chose, tant mieux. Si s'en sort rien, ben, ça reste là et on pourra peut-être l'utiliser un jour. Et effectivement, sur le modèle économique, en fait, plus on accepte de venir perdre du temps, passer du temps dans ces lieux-là, plus on en sort enrichi. Et c'est vrai que trouver un modèle économique dans un lieu où on vient perdre du temps, c'est un peu compliqué. Bah, merci beaucoup. Pour conclure, je vais être très bref. Nous sommes des convaincus des Fab Labs et des espaces du fer parce qu'en fait, ils ont une importance dans le territoire et même maintenant, au moment où on se pose la question de la production locale, comment tout le monde peut aussi bifurquer, changer, avoir le droit à l'erreur, retenter, faire ensemble, tout ça, ça se passe aussi dans nos lieux. Vous êtes déjà dans un Fab territoire et vous ne le savez même pas. Toutes les questions de produire localement et être globalement connecté, c'est maintenant. Et que vous dire, c'est de venir le redécouvrir. On pourra tout vous expliquer, toujours mettre des mots, mais fabriquer, ça se vit, ça se fait. Et ça se fait ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver très rapidement n'importe où en Occitanie lors de la Nuit des Makers le 15 octobre. Et merci à tous nos participants et participantes d'être venus. Encore une fois, nous faisons ensemble et c'est ça le meilleur. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et merci à la mêlée.